Test cadre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour filmer une des vidéos les plus excitantes de l'année, n'est-ce pas? C'est-à-dire le bilan des lectures de l'année 2024. J'ai un peu hésité sur quel format donner à ces vidéos de fin d'année que tout le monde attend, enfin que moi personnellement j'adore regarder et que je suis vraiment ravie de vous proposer aujourd'hui. Je savais pas s'il était plus pertinent de faire par exemple une vidéo sur mes meilleures lectures, une vidéo sur mes déceptions. Je sais que ça m'avait été demandé, mais bon, le fait est, vous allez le voir que j'ai pas eu beaucoup de déceptions cette année, il n'y avait pas de quoi en faire une vidéo. Donc je suis partie tout simplement sur une vidéo bilan où on va évoquer ensemble mes découvertes cette année, mes meilleures lectures évidemment, mais aussi la lecture qui a été la plus marquante, la lecture qui a été la plus addictive et un petit peu les belles surprises de cette année en plus des quelques déceptions que j'ai eues. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires évidemment vos meilleures lectures et vos déceptions, à faire votre propre petit bilan lecture de l'année 2024. En tout cas, je suis vraiment ravie de partager le mien avec vous. On commence tout de suite. Cette année 2024, ça a été une année un petit peu particulière pour deux raisons. Déjà, évidemment, j'ai lancé cette chaîne. J'ai lancé cette chaîne en février 2024. Je tenais à vous remercier parce que si cette chaîne existe, continue à exister quelques mois plus tard, c'est évidemment parce que je rencontre un écho chez vous et j'en suis vraiment ravie. Ça me rend vraiment très très heureuse. Je sais que je le dis souvent, mais je le pense vraiment. Et je tiens évidemment encore à vous remercier d'être là, d'être présent. Ça me fait vraiment trop plaisir, donc merci à vous. Ça, c'est la première partie qui fait que cette année est un peu différente, c'est-à-dire que je peux quand même au quotidien partager mes lectures avec des personnes qui en ont quelque chose à faire. Donc c'est vraiment très chouette, et aussi évidemment j'ai lu un petit peu moins que les années précédentes parce que faire des vidéos ça prend du temps, et que du temps que j'aurais consacré à lire des livres, là je l'ai consacré à tourner une vidéo, à monter une vidéo. Et la deuxième raison pour laquelle ça a été une année un peu particulière, c'est parce que c'est la première année civile. Alors c'est bizarre de compter en année civile quelque chose qui se compte en année scolaire, mais c'est la première année civile durant laquelle je n'ai pas lu en fait en rapport avec mes études. Déjà parce que j'ai fait plus d'études. Donc avant, pendant longtemps, et j'en ai un peu parlé dans ma dernière vidéo sur mes meilleures lectures que j'ai faites pendant mes études de lettres, bien pendant longtemps évidemment mes lectures étaient très liées à ce que j'étudiais en cours, que ce soit en littérature ou en philosophie, surtout pendant le master de recherche, enfin tout s'approche de près ou de loin de notre sujet de mémoire. Je pense que si vous êtes dans cette situation, vous voyez de quoi je parle. Désolée, comme vous l'avez remarqué par rapport au cadre, je tourne chez mes parents, donc je suis souvent interrompue par des bruits qui ne sont pas de mon fait. Donc je disais que ça a été très important parce que ça marque une ouverture du champ des possibles. C'est niais ce que je viens de dire. C'est une ouverture du champ des possibles parce que j'ai pu lire un peu tout. Simplement. Et donc j'ai fait des découvertes que je n'aurais pas fait avant et j'en suis très contente. Donc je vais commencer tout de suite par vous parler un petit peu de mes découvertes de cette année. D'abord, il y a la littérature contemporaine. La littérature contemporaine ne m'est pas tout à fait inconnue, c'est pas une littérature que j'ai beaucoup lue, mais j'avais quand même, quand j'étais en master de lettres, pris un cours sur la littérature contemporaine parce que j'avais déjà ce désir de m'éveiller à certains de ces enjeux que je considère quand même assez important, même si c'est a priori pas du tout la littérature qui m'intéresse le plus. Et cette année, grâce notamment au podcast Bookmakers, dont je vous ai parlé dans mes toutes premières vidéos, mais ça a été une folie ce podcast, vraiment. J'ai écouté mais je ne sais combien d'heures de Richard Guettet qui interviewe des écrivains et des écrivaines, et c'est absolument passionnant. Je vous remets le lien en barre d'infos, c'est un podcast qui est absolument génial si vous aimez la littérature. Grâce à ce podcast, j'ai pu être plongée dans le travail des écrivains et des écrivaines contemporaines, et ça a été vraiment génial. Je vais vous parler tout de suite d'une autrice, mais je pense que vous vous doutez de qui c'est si vous avez vu mes premières vidéos, qui a vraiment été une révélation pour moi. Mais il y a aussi le fait que je me suis intéressée à la rentrée littéraire. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur cette chaîne à ce propos, et donc je commence à m'intéresser de plus en plus à la littérature contemporaine et aux formes diverses qu'elle peut prendre et par lesquelles elle s'exprime. Donc ça passe par la rentrée littéraire, les prix, tout ça, même si les prix, bon, je n'y accorde pas vraiment d'importance ni de valeur. Mais donc, sans plus attendre, ma découverte de l'année dans la catégorie de la littérature contemporaine, c'est Constance Debré. Constance Debré, c'est une autrice qui a publié, il me semble, son premier roman en 2018 qui s'intitule Playboy.
Elle est l'autrice de 4 romans pour l'instant. J'ai lu les 4, ça a été une mania, un petit peu. Constance Debré en février, ouais. En février, j'ai lu tous ses romans. C'est des textes qui sont assez courts. Le premier, c'est Playboy, le deuxième, c'est Love Me Tender, le troisième, c'est Non, c'est mon préféré. Et son 4e roman s'intitule Offense. Il est un petit peu différent des 3 premiers parce que les 3 premiers sont autobiographiques alors qu'Offense n'est pas autobiographique. L'écriture de Constance Debré est vraiment très percutante. C'est quelque chose qui est obsédant en fait. Il y a, avec l'œuvre de Constance Debré, je trouve vraiment une composante obsédante, à la fois du fait du style et du fait de ce qu'elle raconte. Dans ses 3 premiers romans, elle raconte en fait sa vie, mais sous des prismes un petit peu différents. Donc Playboy, c'est vraiment ses relations avec des femmes à la suite de son divorce et la vie qu'elle mène à la suite de son divorce. Love Me Tender, c'est centré dans la même période de sa vie mais sur la relation avec son fils, donc ce que ce divorce et les relations lesbiennes qu'elle entretient avec des femmes ont provoqué, c'est-à-dire que le mari, enfin son ex-mari, a cherché à retirer sa garde à Constance Debré. Donc c'est ce dont elle traite dans Love Me Tender. Elle traite de la relation mère-fils qui est très 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 intéressante. Enfin, c'est un point de vue vraiment dérangeant aussi. Enfin, c'est vraiment... Mais bon, voilà, j'ai adoré vraiment tout ce que j'ai lu de Constance Debré. Et dans Non, N-O-M, elle parle de son père, de ses origines, et par le prisme un petit peu du nom, parce qu'elle s'appelle Debré, parce que c'est la petite fille de Michel Debré, qui est un politicien de la 5ème République. Je sais pas si vous situez le personnage, mais voilà. En fait, cette autrice, elle dit des choses qu'on est tellement contente qu'elle dise, et en même temps, des fois, je partage pas du tout son point de vue. Mais il y a toujours quelque chose d'un petit peu jouissif à l'entendre dire certaines choses. Et son écriture est juste incroyable. Franchement, si ce que je vous dis là peut vous parler, je vous conseille de lire Constance Debré. Je vous renvoie à ma vidéo sur mes lectures de février, je crois que ça remonte un peu, mais c'est là où je vous parle un peu plus en détail de toutes ses œuvres. Voilà, Constance Debré, ça a été une énorme claque dès le début de l'année. J'ai pas lu uniquement Constance Debré en termes de littérature contemporaine, c'est vrai que j'ai surtout lu des femmes. Je voulais faire une petite mention pour le roman Pas pleurer de Lydie Salvert. Lydie Salvert, c'est une des personnes qui m'a le plus touchée quand j'ai écouté son interview dans Bookmakers. Pas pleurer, c'est un roman sur la guerre d'Espagne. C'est plus précisément en fait un roman sur l'année 1936, il me semble, en Espagne, donc au tout début des affrontements entre les nationalistes de Franco et d'autres groupes, notamment les communistes et les anarchistes. Et on voit vraiment la différence entre les communistes et les anarchistes, c'est la manière dont les communistes ont tué, massacré les anarchistes. C'est un roman qui est construit de manière très intéressante, j'en parle dans mes lectures d'avril, et c'est un roman que j'ai vraiment apprécié lire et dont la fin m'a vraiment bouleversée. Et un autre livre que je vais mentionner ici, c'est La femme gelée d'Annie Ernaux, que j'ai lu pendant le même mois. C'était le 2e roman que je lisais d'Annie Ernaux, que j'aime beaucoup. C'était pas une découverte Annie Ernaux cette année, mais j'ai vraiment bien aimé La femme gelée. Ça reste un petit peu moins un coup de cœur que Passion simple, que j'avais lu précédemment et qui est vraiment, j'allais dire parfait, peut-être pas, mais qui est génial sur tous les plans. La femme gelée, j'ai eu un petit peu plus de mal à rentrer dans le texte, mais c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, que je trouve très bien écrit, même si c'est pas ce qu'on dit souvent d'Annie Ernaux. Mais voilà, l'écriture est très adaptée à ce qu'elle veut dire, et je vous le recommande. Voilà pour la littérature contemporaine. Maintenant on passe à quelque chose de complètement différent, mais qui est toujours une découverte que j'ai fait cette année. Une découverte marquante, ça a été l'œuvre de Louise Dupin, dont je vous ai parlé dans plusieurs vidéos, dont j'ai pas arrêté de vous parler en cette fin d'année. Mais j'ai découvert Louise Dupin, qui est une philosophe des Lumières, philosophe du XVIIIe siècle, qui est vraiment née en 1706 et morte en 1799 il me semble. Une philosophe qui a travaillé toute sa vie à un ouvrage qui vise à démonter le préjugé de l'inégalité entre les hommes et les femmes, donc au XVIIIe siècle. C'est une œuvre très importante qui a été complètement oubliée. J'ai eu la chance de la découvrir parce que j'ai lu Les Grandes Oubliées de Titu Lecoq, donc je vais vous reparler juste après. Mais donc j'ai pu découvrir Louise Dupin, je l'ai découverte avec 2 ouvrages, donc Des femmes, édité chez Payot, donc un petit ouvrage qui est un petit peu une introduction à son grand ouvrage. Et Éloge des Reines de France, édité chez Payot également. Et il me reste à lire son ouvrage massif qui s'intitule aussi Des femmes et que j'aimerais beaucoup lire l'année prochaine. Cette année, je n'ai pas seulement découvert des auteurs, des autrices et différents genres, différents mouvements de la littérature,
et de la philosophie, j'ai aussi eu la joie d'approfondir ma connaissance de certains auteurs et de certaines autrices. En regardant les livres que j'avais lus cette année, je me suis rendu compte que j'avais pas mal lu George Sand, beaucoup plus que n'importe quelle année auparavant, puisque j'ai lu 3 de ses romans. J'ai lu Mauprat, Pauline et La Petite Fadette. La Petite Fadette, qui est celui que j'ai préféré sans doute, enfin que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ce sont des romans très différents parce que La Petite Fadette fait partie des romans champêtres de George Sand, ce qui diffère beaucoup de ce qu'elle fait dans Mauprat par exemple. Et honnêtement, ça a été vraiment un plaisir de continuer à découvrir George Sand. C'est pas mes meilleures lectures de l'année, c'est pas des lectures qui me marquent à vie, on va dire, mais c'est pourtant des lectures dont je me souviens cette année qui ont été très agréables, très enrichissantes et j'ai envie de découvrir encore plus George Sand. J'ai aussi eu l'occasion d'approfondir ma connaissance de Victor Hugo, que je connais déjà très bien maintenant parce que j'ai lu le dernier de ses gros romans, je sais pas comment les appeler autrement. J'ai lu cet été Les Travailleurs de la mer, je vous en ai parlé dans un vlog, j'en ai parlé dans mes lectures de l'été. Chaque été, je lis un roman de Victor Hugo, donc j'ai lu Les Misérables, Notre-Dame de Paris, 93, L'Homme qui rit, et Les Travailleurs de la mer cette année, tout simplement. Je sais pas pourquoi j'ai bugué comme ça. C'est un petit peu la fin de ma relation avec Victor Hugo, mais je pense que l'été prochain, je vais lire ses œuvres de jeunesse. Je vois qu'il y en a 2 ou 3, donc il a écrit vraiment très jeune, qui sont tout à fait édités, facilement trouvables, donc je pense que je vais les lire. Ça a été un bonheur de finir cette aventure avec Victor Hugo. Non, ça a été vraiment une grande joie de lire tous ces romans et à chaque roman de se rendre compte qu'on connaît un petit peu mieux encore l'auteur. J'ai beaucoup aimé Les Travailleurs de la mer, c'est pas mon roman préféré de Victor Hugo, mais vraiment c'est un très bon roman et je vous le recommande. En tout cas, je suis très fière de l'avoir lu et je suis très contente et ça donne une saveur particulière à mon année de lecture tout simplement. Et enfin, c'est tout frais et c'est un des seuls livres que j'ai ici parce que je viens de le finir. Mais j'ai aussi relu Zola, j'ai lu Zola avec la curée qui est le 2e tome des Rougon-Macquart. Alors franchement je pensais pas du tout qu'il était si tôt dans le cycle des Rougon-Macquart, c'est le 2e tome. Je trouve que ça se sent que c'est le début de l'œuvre de Zola. Je trouve que c'est un petit peu grossier par certains moments sur son projet comparé à d'autres tomes que j'ai lus parce que c'est vrai que j'ai majoritairement lu des tomes qui se situent plutôt à la fin du cycle. Mais voilà, aussi renouer avec Zola, ça a été une super expérience, c'est tout frais, mais c'est vraiment très chouette et je suis super contente. Vous voyez quand je dis approfondir des auteurs et des autrices que je connais, c'est majoritairement des auteurs et des autrices du 19e siècle, parce que c'est majoritairement les auteurs et les autrices que j'ai lus dans ma vie, c'est la littérature que je connais le mieux, sur laquelle j'ai énormément de choses à apprendre encore, énormément de choses à découvrir. Mais voilà, pour moi, renouer avec certains auteurs et certaines autrices, ça veut dire, visiblement en tout cas, c'était pas prémédité, mais c'est ce que ça veut dire, c'est que c'est majoritairement de la littérature du 19e siècle et j'en suis très heureuse. Cette année, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de va-et-vient entre le 19e et le 20e siècle, enfin ça c'est un petit peu tous les ans, mais là je suis allée jusqu'au 21e et je suis descendue jusqu'au 18e siècle, donc vous voyez, on élargit un petit peu les horizons. Mais approfondir les choses qu'on connaît, c'est pas seulement l'œuvre d'un auteur ou d'une autrice, c'est aussi des littératures. Et j'ai eu la chance, le bonheur, la joie de pouvoir approfondir ma découverte de la littérature tchèque avec l'œuvre de Božena Němcová qui s'intitule Babička. C'est une des œuvres de la littérature tchèque les plus connues, les plus reconnues en République tchèque, les plus fondamentales pour la culture et même la langue tchèque. J'ai prévu de vous faire une vidéo sur Babička, comme d'habitude, si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi, ça me motive et ça me confirme que je suis pas partie dans un projet qui fait plaisir qu'à moi. Mais voilà, j'ai lu Babička en cette fin d'année. C'est un texte que j'avais envie de lire depuis longtemps, j'ai enfin sauté le pas. Je salue le travail des éditions Zoé, je trouve ça absolument génial qu'on puisse lire ce texte en français. Il y a beaucoup d'autres œuvres de l'autrice qui ne sont pas encore traduites et ça c'est regrettable, mais peut-être que ça sera amené à changer. En tout cas, le travail des éditions Zoé est à souligner, c'est une maison d'édition suisse, il me semble, qui a une très belle collection classique du monde. Je vous en dis pas trop sur Babička parce que je vais vous en parler plus longuement. Mais sachez que j'ai lu ce texte, que c'est aussi un texte que je suis très contente d'avoir lu cette année, qui fait partie de mes belles découvertes, de mes belles surprises, sans être pour autant une de mes meilleures lectures de l'année, donc c'est pour ça que j'en parle ici. Pour cette vidéo, j'ai pas suivi de tag ou quoi que ce soit. J'ai décidé de vous parler un petit peu comme ça venait des mouvements qui ont marqué mon année. D'ailleurs, je tiens à souligner, je l'ai pas encore fait, mais
je le fais ici, pourquoi pas, que j'ai lu beaucoup plus de femmes que d'hommes, et ça fait partie de ce que je vous disais par rapport à cette ouverture du champ des possibles, parce que comme je le disais encore une fois dans ma dernière vidéo, il est vrai que pendant mes études de lettres et de philosophie, j'ai surtout étudié des hommes, des auteurs, des écrivains, même si les autrices sont de plus en plus revalorisées, leur travail est de plus en plus lu, mais bon, c'est encore un mouvement qui est assez lent. Donc cette année, il faut croire que détachée du monde universitaire et du monde scolaire et des programmes et tout ça, j'ai lu plus de femmes que d'hommes. C'est aussi le fait d'être sur Booktube et de suivre beaucoup de créatrices de contenu qui mettent en avant des femmes écrivaines, des autrices, et j'en suis très heureuse. Donc voilà, c'était juste pour souligner ça. Je vous fais pas des stats sur le nombre de livres que j'ai lus, le nombre de romans, tout ça. J'ai aussi beaucoup lu de BD et de romans graphiques cette année, ça c'est quelque chose qui change par rapport aux années précédentes. Et j'ai même écouté des livres audio, pas uniquement celui que j'ai créé avec mon master, j'en ai écouté d'autres, notamment sur Nextory. D'ailleurs si vous cliquez sur le lien en barre d'infos, vous avez 45 jours d'essai gratuit de la plateforme Nextory qui vous permet de lire des livres numériques et d'écouter des livres audio. Mais je ferme cette parenthèse. Voilà, j'ai variété de supports, variété de genres, vous l'aurez compris. J'en reviens à ce que je voulais dire, c'est-à-dire je vais faire des petites mentions de certains livres dont j'ai envie de parler et qui ont été par exemple ma lecture la plus marquante, ma lecture la plus exigeante, etc. La lecture la plus exigeante que j'ai faite cette année, c'est sans doute Moby Dick d'Herman Melville. Je vous en ai parlé au même titre que Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. C'était vraiment les deux gros pavés de mon été. Deux gros pavés très intéressants, mais Moby Dick, je dois dire que j'ai rarement autant galéré à lire un livre. J'ai tenté des petites analyses dans mon vlog et dans ma vidéo sur mes lectures d'été quant à la difficulté qui a représenté pour moi la lecture de Moby Dick. C'est pas une lecture qui a été uniquement difficile, mais c'est vrai que ça a été très gratifiant de le finir parce que je sentais que c'était assez exigeant tout simplement, et je pense que c'est ma lecture la plus exigeante de l'année. Je suis très contente. En fait j'ai rarement eu autant de satisfaction à me dire j'ai lu ce livre. Là je peux dire j'ai lu Moby Dick. Déjà je suis trop contente parce qu'au début de l'année je me suis dit cette année je lis Moby Dick et je l'ai fait. Parce que c'est quand même un bon gros pavé. C'est un texte qui rentre dans tellement de détails et pourtant vous voyez Victor Hugo c'est un petit peu la même chose. Il va décrire des bateaux de manière très précise, la pêche de manière très précise, mais Moby Dick, il y avait quelque chose de très aride et ardu par moments. Et encore je dis aride, c'est pas tout à fait juste parce qu'il y a aussi quelque chose de très drôle dans les descriptions et tout ça, mais il me manquait un petit peu quelque chose, je vous en ai parlé plus en détail dans d'autres vidéos, mais voilà, par certains aspects il me manquait un petit peu quelque chose et par d'autres c'était vraiment assez compliqué de rester investi dans l'histoire. Mais j'ai fini Moby Dick et j'en suis très contente, je vous le recommande, c'est un grand texte, c'est un grand livre et c'était par ailleurs ma découverte d'Herman Melville. J'avais jamais lu Herman Melville auparavant et peut-être que je le lirai avec d'autres de ses romans ou nouvelles. J'ai vu qu'il avait écrit d'autres textes très intéressants, c'est vrai que Moby Dick c'est un peu son chef-d'œuvre, c'est le monument d'Herman Melville mais aussi de la littérature américaine, hein. Je crois que c'est quand même un livre qui est très plébiscité et qui vraiment fait partie de la culture nationale américaine. Donc voilà, je suis très contente d'avoir lu Moby Dick, ça a été un bon moment, même si ça a été un long moment et un moment exigeant. Et un petit peu au contraire, on va dire, j'ai envie de parler de ma lecture la plus addictive, et ça a été, je pense, sans hésiter, Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. C'est un livre que j'ai lu en 2 jours, qui est absolument génial. En fait, on ne peut pas lâcher ce livre, je pense que c'est dû à une construction très ingénieuse du récit, et à un rythme très bien mené par l'autrice, il n'y a pas de trop longues descriptions, tout s'enchaîne de manière très fluide, on s'attarde pas trop sur les épisodes, enfin voilà. Je souligne ça et je pense que je l'ai remarqué parce que c'est pas forcément un rythme auquel je suis habituée. J'ai l'impression que j'ai l'habitude quand même de romans un peu plus lents, où on a ces petits moments un petit peu plus ardu, avec des descriptions, des choses, voilà, on pourrait se dire qu'on va sauter allègrement, mais qui font aussi toute la qualité des récits. Là, voilà, je pense que ça me saute aux yeux le fait que, justement, Daphné du Maurier a un rythme parfait, en fait, a vraiment le rythme qu'il faut pour nous tenir en haleine du début à la fin. Le style n'a rien d'exceptionnel, mais il est agréable à lire. L'histoire est très intéressante, surtout par la manière dont le récit est construit. Donc voilà, je vous conseille évidemment Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. J'aurais pu aussi mettre Americana de Chimamanda Ngozi Adichie dedans parce que c'est vrai que ça a été aussi un roman que j'ai dévoré cette année.
voilà, si vous voulez une mention honorable pour cette catégorie de la lecture la plus addictive, ce serait Americana. Et je vais y aller fort maintenant en vous parlant de la lecture qui a marqué mon année. Voilà. J'ai déjà cité pas mal de livres qui ont voilà, rempli mon année, mais il y a une lecture que j'ai faite cette année et qui la marque et la symbolise aussi en quelque sorte. C'est L'Art de la joie de Goliarda Sapienza. J'ai fait toute une vidéo sur l'art de la joie, c'est en plus parmi mes premières vidéos. C'est la première fois que je proposais un format plus long pour analyser un petit peu une œuvre, la décortiquer. Et ça a particulièrement bien marché sur un livre comme L'Art de la joie qui connaît un regain d'intérêt de la part de beaucoup de lecteurs et lectrices, qui est beaucoup mis en avant je trouve, enfin qui a été beaucoup mis en avant cette année. C'est notamment dû au travail d'édition de la maison du Tripode qui édite L'Art de la joie de Goliarda Sapienza et de son directeur et qui a voilà, fait vraiment un travail assez incroyable au niveau de l'édition et de la promotion de cet ouvrage qui est un grand ouvrage. Goliarda Sapienza n'a pas pu le voir édité de son vivant parce que tous les éditeurs lui ont fermé leurs portes. Mais c'est aujourd'hui un texte qui est quand même largement plébiscité, qui divise. C'est vrai qu'au début j'en ai entendu que des louanges, qui m'a d'ailleurs été offert par une de mes amies, qui l'a absolument adoré. Et au fur et à mesure, j'ai quand même entendu des avis un petit peu moins élogieux, parce que c'est vrai qu'il y a des caractéristiques de ce roman qui ne plaisent pas à tout le monde, mais c'est quand même un très grand roman. Un roman qui m'a beaucoup plu, c'est un roman qui demande de l'investissement parce qu'il y a, je sais pas combien il y a de pages, mais c'est un gros pavé. Vous l'avez sans doute déjà vu dans mes vidéos, voilà, donc c'est un gros livre, mais qui est vraiment incroyable sur plein de points. Encore une fois, je vais pas revenir dans les détails, mais le style, l'histoire, les modes de narration, le contexte historique, les prises de position de l'autrice, enfin, voilà, et j'en passe. C'est un livre qui marque mon année parce que ça a été une longue lecture, une lecture intense, que j'ai adorée et qui a donné lieu à beaucoup d'analyses, de discussions, que j'ai revues et revues sur différents comptes, que je suis très contente d'avoir lu et qui fait partie, là je peux le dire, de mes meilleures lectures. Donc je vais pas vous en reparler quand j'arriverai à mes meilleures lectures, mais sachez qu'évidemment, L'Art de la joie de Goliarda Sapienza fait partie de mes meilleures lectures de l'année 2020. Maintenant je vais passer aux belles surprises. Je savais pas trop comment intituler cette catégorie, enfin j'ai pas fait des catégories très strictes, mais c'est vrai que ça m'est venu cette idée de belles surprises, des textes que j'attendais pas et qui sont arrivés là, qui sont de très beaux textes, dont je pense que je me souviendrai un moment. Et je voudrais commencer tout de suite avec Les Grandes Oubliées de Titu Lecoq, qui est sous-titré Pourquoi l'histoire a effacé les femmes. C'est un essai que j'ai lu dans le cadre du challenge Mars au féminin. J'ai lu donc pendant ce mois de mars uniquement des autrices et j'avais envie de lire un essai, ou au moins de la non-fiction, un écrit théorique sur le féminisme. Donc j'ai choisi cet ouvrage de Titu Lecoq dont j'avais entendu parler, il me semble, sur la chaîne de Bleu comme une orange, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ça m'avait un peu intriguée, je trouvais l'idée, le projet très intéressant, mais j'avais un petit peu de réticence parce que je trouve que bon, les œuvres de vulgarisation féministe, ça peut avoir un côté très décevant. Mais en fait là c'est pas vraiment une œuvre de vulgarisation, c'est comme ça que je l'avais perçue en premier lieu, mais je pense, enfin je sais pas si c'est la meilleure façon d'introduire ce texte. Titu Lecoq dans son ouvrage retrace l'histoire des femmes de la préhistoire, il y a 3 chapitres sur la préhistoire, à nos jours, et elle montre pourquoi, alors je dirais plutôt comment, j'aurais plutôt dit comment, l'histoire a effacé les femmes. Donc c'est un livre qui est très intéressant parce qu'elle montre que ce n'est pas que les femmes n'ont jamais produit d'écrits, qu'elles n'ont jamais été écrivaines, autrices, qu'elles n'ont jamais rien fait. C'est plutôt qu'on a effacé ces traces-là, qu'on a effacé ces traces d'un passé où les femmes étaient actives et pas uniquement passives. C'est notamment le travail du 19e siècle qui vient saper ces choses-là, mais aussi on voit que les femmes ont eu plus ou moins de liberté en fonction des époques et en fonction des sphères régionales. Et qu'au Moyen-Âge ça se durcit quand même avec l'intervention des clercs qui détestent littéralement les femmes, voilà, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Bon là je vous en parle pas super bien parce que bon, ça fait déjà un petit moment que je l'ai lu, j'ai pas révisé juste avant, mais je vous en parle dans mes lectures de mars, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à le lire, simplement c'est un ouvrage qui est très accessible, qui est très bien écrit, qui est très bien renseigné. J'avais peur que ça manque un petit peu de choses à m'apporter tout simplement, mais pas du tout, j'ai appris énormément de choses. C'est un ouvrage qui est extrêmement sourcé, qui est juste très bien. C'est un très bon ouvrage, donc je vous le conseille. Je l'attendais pas, mais voilà, ça a été une très belle surprise. Et je pense pour le coup que je vais m'en souvenir longtemps. Je pense que c'est un livre qu'on peut offrir très facilement aussi. C'est une porte d'entrée
dans le féminisme et dans ces enjeux-là qui sont très importants et qui peuvent être lus par des personnes qui ne sont pas forcément déjà résolument féministes. Une autre belle surprise de mon année, ça a été L'éveil de Kate Chopin, que j'ai découvert grâce au podcast Les Courbes Graciles, qui fait un travail incroyable, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et donc j'ai pu découvrir Kate Chopin à travers son roman L'éveil, qui est souvent comparé à Madame Bovary, si vous voulez vous donner une petite idée. Donc j'ai aussi envie de découvrir les autres œuvres de l'autrice. Je crois qu'elle a publié 2 autres romans, quelque chose comme ça, et sinon surtout des nouvelles. Donc franchement je suis très curieuse surtout des nouvelles et j'aimerais bien les découvrir. J'accélère un petit peu parce que je ne veux pas vous endormir avec toutes ces références. Mais j'ai lu très récemment, en cette fin d'année, au mois de décembre, Les Vaisseaux du cœur de Benoît de Groult, qui a été une très belle lecture. J'en avais entendu parler il y a un petit moment, je savais que c'était une histoire d'amour, et quand j'ai été à Lausanne récemment, je suis passée dans une magnifique librairie d'occasion, c'est la librairie dont tout le monde parle, j'ai l'impression à Lausanne, mais qui est vraiment incroyable, et je l'ai trouvée. Donc je l'ai commencé dans le train en rentrant et je l'ai lu très vite, c'est une magnifique histoire d'amour. Le début m'a vraiment emballée. Il y a tellement de justesse dans la manière dont Benoît de Groult dépeint les sentiments, les relations, et pas seulement les relations, mais aussi juste la psychologie de son personnage principal. C'est magnifiquement écrit, je trouve, c'est un style qui est quand même relativement simple. On n'a pas l'impression qu'il y a tant d'efforts que ça dans ce style, mais les images sont magnifiques. C'est vraiment très bien écrit, c'est très beau tout simplement. Donc je vous conseille vraiment Les Vaisseaux du cœur de Benoît de Groult, ça a été une très belle surprise en cette fin d'année. Et enfin, je sais pas s'il faut le mettre dans mes meilleures lectures ou dans les belles surprises, mais j'ai envie de vous parler de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. C'est une pièce que j'ai redécouverte finalement parce que j'en ai entendu parler depuis des années évidemment, enfin je pense qu'on a tous déjà entendu parler de Cyrano de Bergerac. C'est un texte que je n'avais jamais lu, je l'ai vu représenté au théâtre en septembre. Et ensuite j'ai lu la pièce que je connaissais vaguement parce que j'avais déjà lu le premier acte, tout ça, mais j'étais pas rentrée plus que ça dans l'ouvrage. Et le voir représenté, ça m'a fait un déclic, je l'ai lu et c'est vraiment une de mes pièces préférées maintenant, donc ça a été une surprise incroyable parce que je ne pensais pas apprécier autant ce texte, je pensais pas qu'il était aussi riche. C'est un texte qui fait rire, qui fait pleurer, qui fait réfléchir, enfin voilà. Je pense que vraiment grâce à la représentation, j'en ai une image absolument incroyable, mais le texte en lui-même d'Edmond Rostand est merveilleux. C'est très beau ce texte écrit en vers à cette époque, enfin, tout est beau dans Cyrano de Bergerac, c'est pas une recommandation que vous aurez jamais entendue, j'en ai conscience, on n'est pas dans quelque chose de très niche, mais si vous étiez tenté par hasard d'aller voir Cyrano de Bergerac ou de le lire, et bien là c'est votre signe de le faire parce que c'est vraiment une très belle pièce. Avant de passer à mes 3 meilleures lectures de l'année, mais c'est un petit peu triché parce que vous avez bien compris que parmi les lectures dont je vous ai parlé, il y en a plusieurs qui font partie de ces meilleures lectures de l'année, je suis désolée, je suis vraiment nulle pour choisir. Voilà. Dès que je commence à faire un choix, je me dis ah non mais quand même il y a ce texte, donc plus j'y réfléchis, moins ça a de sens, c'est vraiment les textes voilà, qui seront venus comme ça. Mais avant de vous faire ce petit top 3, si je peux me permettre, je vais vous parler d'une lecture qui m'a laissée indifférente, parce que je me dis que voilà, c'est toujours intéressant de rementionner un texte qui ne sert à rien, et de ma grande déception de l'année. En fait, pourquoi est-ce que je veux parler des lectures qui laissent indifférentes? C'est parce que quand même, j'ai l'impression que même quand c'est une bonne année de lecture, on a des textes qui nous laissent un peu indifférents. Alors à divers degrés, il y a plusieurs textes cette année, en repassant dans ma petite liste, j'ai réalisé que voilà, je les ai lus. Je pensais, sur le moment ça a été une très bonne lecture, mais honnêtement ça me laisse pas un souvenir impérissable, donc voilà, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Donc il y a quand même ces lectures qui finalement laissent indifférent et c'est assez intéressant de porter un regard rétrospectif là-dessus, parce que c'est souvent des lectures qui ont été plutôt bonnes au moment où on les a lues. Et d'autre part, il y a aussi les lectures qui, même quand on les lit, on est un peu perplexe. J'ai l'impression que quand même chaque année il y a un petit peu plus de la première catégorie, c'est-à-dire des lectures qui sont bonnes mais dont on ne se souvient pas vraiment finalement, que des lectures qui laissent vraiment indifférent sur le moment où on les lit. Mais cette année, j'ai eu une lecture qui m'a laissée indifférente et c'est Aurélia de Gérard de Nerval. Je vous en ai parlé dans mes lectures d'octobre. J'ai essayé de tirer ce qui est positif de ce texte d'ailleurs dans mon analyse. Non mais il y a des aspects positifs, mais vraiment Aurélia de Nerval, ça me fait ni chaud ni froid. Je sais pas, ça m'intéresse pas du tout en fait. Sur le moment j'étais un petit peu... Enfin j'ai trouvé des aspects intéressants, mais là maintenant quand j'y repense vraiment que j'ai lu ce texte ou non, ça change pas grand chose à part pour dire que j'ai lu Nerval. Voilà.
Donc ce petit moment était un petit hommage à tous ces livres qui laissent un peu indifférents et qu'on oublie très vite. Voilà, c'est pour se rappeler que j'ai lu Aurélia de Nerval cette année. Mais plus intéressant et plus plébiscité, je vais vous parler de ma déception de l'année. Donc comme je le disais au début de la vidéo, j'avais reçu des commentaires qui me disaient que c'était hyper intéressant de faire une vidéo sur les déceptions de l'année et que je pourrais le faire à la fin de l'année. Et je suis tout à fait d'accord, moi franchement j'adore regarder ce type de vidéos, en plus des meilleures lectures de l'année, des bilans lectures de l'année, tout ce que vous voulez. Les déceptions ou les pires lectures, c'est aussi un format que j'adore regarder. Maintenant, au risque de décevoir la plupart d'entre vous, j'ai pas eu vraiment de déception cette année. J'ai eu, voilà, c'est le texte qui laisse un petit peu indifférent et je leur accorde pas assez de crédit pour être déçue par eux. Il y a des lectures qui étaient pas top, il y en avait une, alors j'ai même oublié son titre en fait, qui était un livre, mais je savais que ça allait pas être quelque chose qui me plaît plus que ça. Donc voilà, pour que je sois déçue par un texte, c'est qu'il faut que j'en attende quelque chose et comme généralement, enfin plus on lit, plus on connaît ses goûts de lecture, mieux on choisit ses lectures et moins on est déçu, voilà. Mais bon, on n'est pas à l'abri et là je dois avouer que j'étais pas prête. Mais sans plus attendre, je vais vous dire que ma plus grande déception de l'année, c'est Ravage de Violette Leduc. Alors je vous avais promis une vidéo avec mon amie avec laquelle j'ai lu ce texte, mais cette vidéo je pense ne verra pas le jour tout simplement parce que mon amie n'a pas fini le livre et je pense que maintenant elle ne le finira jamais. Ça a été pour nous deux une lecture très compliquée. Je parle vraiment de déception parce que il n'y a aucun moment avant de lire ce livre où je me suis dit que je n'allais pas l'aimer. Vraiment, il n'y a aucun moment où je me suis dit c'est possible que j'aime pas Violette Leduc. Parce que entourée de trop d'arguments d'autorité, en quelque sorte. La première fois que j'ai entendu parler de Violette Leduc, c'était par Simone de Beauvoir. Voilà. Moi j'aime beaucoup Simone de Beauvoir, j'apprécie son œuvre de philosophe, j'apprécie son œuvre de féministe et j'apprécie son œuvre d'écrivaine, de romancière. Donc voilà, sur beaucoup d'aspects, en tant qu'écrivaine, Simone de Beauvoir, pour moi c'est vraiment un argument, une figure d'autorité. Et là, je dois avouer que quelle déception. Ensuite j'avais plusieurs amis qui avaient beaucoup aimé. Je crois que Nabolita en avait beaucoup parlé. Alors j'ai vu dans une de ses dernières vidéos son bilan lecture de l'année justement qu'elle disait qu'elle ne s'attendait pas à aimer Ravage, donc peut-être que j'avais pas bien lu entre les lignes aussi. Parce qu'elle a été aussi déçue. Moi je pensais que c'était un texte qu'elle aimait, enfin qu'elle avait aimé en tout cas. Et c'est vrai que a posteriori, après avoir partagé un petit peu cette déception, beaucoup d'entre vous m'ont répondu que eux aussi ils avaient été déçus par Ravage de Violette Leduc. Je vais entrer un peu plus dans la présentation du texte juste après. On m'a conseillé quand même d'autres œuvres de Violette Leduc, notamment L'Asphyxie et La Bâtarde, que je lirai, que je vais essayer de lire vraiment pour me réconcilier peut-être avec Violette Leduc, mais Ravage ça ne l'a pas fait pour moi. Ravage c'est une œuvre qui est largement autofictionnelle, donc inspirée par la vie de Violette Leduc. C'est un petit peu un roman d'apprentissage, mais ça honnêtement pour me le dire, j'ai dû vraiment y réfléchir très longtemps parce que c'est pas du tout l'expérience de lecture que j'ai eue, j'ai pas du tout eu l'impression de lire un roman d'apprentissage. Pourquoi est-ce que Ravage c'est un texte très particulier? C'est aussi parce que c'est un texte qui a été complètement dépecé à sa sortie. Il a été publié en 1955 chez Gallimard, qui l'a complètement censuré, c'est une censure éditoriale. Toute la première partie qui s'intitule, qui a été publiée ensuite sous le nom de Thérèse et Isabelle a sauté. Il y a énormément de scènes qui ont sauté dans les deux autres parties qui du coup formaient le corps de Ravage. C'était pas du tout construit de la même manière. Enfin voilà, c'est un texte qui a été modifié, rapiécé, enfin très particulier. Et là j'ai eu la chance quand même de le lire dans l'édition, enfin la nouvelle édition Gallimard dans la collection L'Imaginaire, qui est un texte qui s'approche au plus près de ce que Violette Leduc voulait pour Ravage, qui recolle aux deux parties qui forment Ravage dans l'édition 1955, la première partie Thérèse et Isabelle, donc qui était complètement censurée. Sauf qu'en fait, il n'y a pas vraiment de... Enfin, si, il y a beaucoup de liens entre la première partie et les deux autres pour comprendre le personnage de Thérèse, mais pour autant, on a quand même l'impression que c'est deux plans complètement effacés parce qu'il y a quand même un écart temporel entre ces deux parties. Thérèse et Isabelle, ça raconte les amours adolescentes de deux jeunes filles dans un pensionnat, donc Thérèse et Isabelle. Thérèse qu'on va ensuite suivre dans les deux parties suivantes du roman. Voilà. En fait, ce roman, il ne me parle pas. Il n'arrive pas à me parler. Le personnage de Thérèse est complètement antipathique, mais ça,
pourquoi pas, enfin je veux dire c'est pas ça qui me bloque dans une lecture, qu'un personnage soit antipathique, mais toutes les relations sont malsaines, tout tourne autour du sexe et de la sexualité. Donc c'est un roman d'apprentissage qui est quand même qui tourne autour de ça, de l'apprentissage de la sexualité. Et c'est un roman, moi je trouve, et mon ami Romane avec qui je le lisais également, qu'il est complètement daté en fait. Il est très daté. Il y a aussi en fait j'ai l'impression tous les passages obligés de l'écriture féminine au XXe siècle. Donc la scène de l'avortement, la scène du viol, la scène des premières expériences sexuelles. Alors ne vous me prenez pas, pour moi la fin de Ravage avec cette... C'est même pas une scène de l'avortement, c'est le passage de l'avortement, c'est ce qu'il y a de plus réussi pour moi dans le roman. J'ai trouvé ça absolument génial. Je trouve que la manière dont c'est décrit, c'est presque parfait en fait. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait Ravage c'est un texte qui est extrêmement exigeant et je l'ai pas mis dans ma lecture la plus exigeante de l'année parce que c'est vraiment ma déception de l'année, ok? Je sais même pas si je suis contente de l'avoir lu au final. Une fois que je me suis lancée dedans, j'étais contente de l'avoir fini, même si ça m'a mis bien un mois je pense. Mais voilà, c'est un texte qui est très exigeant parce que c'est un texte qui est... Enfin l'écriture est remarquable. L'écriture est vraiment remarquable. C'est des images qu'on n'a jamais vues nulle part et qui font sens et qui sont justes et voilà, mais en fait c'est trop. Il y a trop en fait, on respire jamais, tout est magnifique. Donc on a cette écriture absolument splendide et cette histoire qui honnêtement me laisse indifférente, me laisse complètement indifférente. J'arrive pas à comprendre les enjeux, j'ai pas du tout la même analyse de l'œuvre que les deux personnes qui ont préfacé l'ouvrage dans l'édition, dans la collection de l'imaginaire. Vraiment, je me demande comment c'est possible un tel écart d'interprétation, mais qui est même pas une interprétation, qui est juste une lecture de l'œuvre, notamment sur la relation avec Marc. J'ai pas du tout cette lecture de l'œuvre, donc c'est juste à mon avis une œuvre qui m'échappe, qui m'a échappé à moi et à mon ami, et qui trouve un écho chez d'autres personnes, et ça, voilà, très bien. Mais c'est une œuvre qui est glauque, qui ne m'apporte rien, qui est très bien écrite, et la première partie m'a beaucoup plu, honnêtement. La première partie, Thérèse et Isabelle, m'a beaucoup plu, mais les deux suivantes, c'était surtout le début de la deuxième partie, là, avec la relation avec Cécile et Marc, si vous avez lu le texte. C'est d'un glauque, mais vraiment, j'ai pas du tout envie de lire ça, quoi. Juste, ça m'intéresse pas du tout de lire ça. Donc voilà. Après, c'est vrai que les scènes qui avaient été censurées, les scènes de viol, l'avortement, tout ça, sont les scènes presque les plus importantes et les plus intéressantes dans le récit. J'ai beaucoup aimé la dernière phrase qui permet de porter une lecture un peu différente sur le texte, qui m'a permis de faire sens un peu de cette lecture. Voilà, en fait il n'y a pas que du négatif évidemment dans cette lecture de Ravage, il y a plein de choses qui sont très intéressantes et je pense que c'est un texte qui est important, c'est un texte qui est politique en fait. Et ça c'est pour ça que c'est important de continuer à l'éditer et à le lire. Pour autant c'est pas du tout fait pour moi et j'ai été très déçue parce que vraiment je m'attendais à adorer Ravage de Violette Leduc, ça n'a pas été le cas. Je retenterai Violette Leduc sans doute avec La Bâtarde. Mais là, je dois avouer que c'était pas très compliqué de choisir une déception de l'année parce que vraiment c'est presque l'unique. Je crois que c'est l'unique, il n'y a pas eu de... Il n'y a rien qui m'a fait chuter de 10 étages comme ça où je m'attendais à quelque chose d'absolument génial et j'ai été tout à fait déçue. Et sans plus attendre, dit-elle au bout de 40 minutes de vidéo, je vais vous présenter mes 3 meilleures lectures de l'année. En fait je dis 3 depuis tout à l'heure mais il n'y en a que 2 parce que j'ai déplacé L'Art de la joie de Goliarda Sapienza. Mais donc il y a L'Art de la joie de Goliarda Sapienza. Il y a Le Baron Perché d'Italo Calvino que j'ai ici dans cette trop belle édition. C'est pas du tout l'édition dans laquelle je l'ai lu. Je suis trop contente parce qu'en fait je suis en train de lire Le Vicomte pourfendu là, donc qui est le 3e tome je crois de la trilogie des ancêtres. C'est une lecture que j'ai fait en janvier 2024 donc ça remonte, c'était au tout début de l'année. Je vous en ai parlé dans mon bilan lecture de mi-année. Italo Calvino, j'ai envie de tout lire de lui maintenant. Là je suis en train de lire Le Vicomte pourfendu et c'est vraiment génial aussi. Mais Le Baron Perché, c'est donc l'histoire de Côme Laverse du Rondeau. Et là franchement, j'ai rien préparé pour parler de ce livre. Je l'ai lu il y a presque un an et je m'en souviens très bien. Donc c'est le baron Côme Laverse du Rondeau qui est assez jeune hein, au tout début de l'histoire. L'histoire est racontée par son frère. Et il refuse de manger des escargots, il quitte la table, il va se percher dans un arbre et il ne descendra plus jamais. Et donc c'est la vie de ce baron dans les arbres, parce qu'il se déplace d'arbre en arbre, mais qui reste perché toute sa vie. C'est complètement loufoque, c'est super drôle, mais c'est aussi super triste, et ça touche évidemment
à des questions existentielles fondamentales, surtout que c'est un roman dont l'intrigue prend place au XVIIIe siècle, donc c'est l'époque de la Révolution française, enfin des Lumières, pas que, des Lumières et de la Révolution française. Côme entretient une correspondance avec Voltaire d'ailleurs, il me semble. C'est un texte que je vous recommande, vraiment je le recommande à tout le monde parce que c'est un texte qui est accessible, c'est bien écrit mais c'est pas compliqué, c'est drôle, c'est triste, ça fait réfléchir. C'est un petit peu, j'ai l'impression, dans la veine du conte moral à la Voltaire, si vous voyez par exemple Zadig ou Micromégas. Moi c'est quand même des textes que j'avais beaucoup aimé, ces textes-là de Voltaire, et dans Le Baron Perché, vu que c'est vraiment un roman comparé au Vicomte Pourfendu qui est vraiment très court, où ça là ça fait plus conte moral et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Le Baron Perché ça a cette veine là mais c'est un roman qui peut se lire sans. C'est un très très beau roman et c'est vraiment, enfin en y repensant, une de mes meilleures lectures de l'année. Et j'ai vraiment envie l'année prochaine de poursuivre ma découverte d'Italo Calvino qui est un auteur absolument incroyable. Et enfin, nous passons à ma meilleure lecture de l'année. Je pense que oui, c'est ma meilleure lecture de l'année. Vous serez pas surpris si vous regardez mes vidéos. Essayez de deviner d'ailleurs quelle est cette lecture. Il s'agit de On Earth We're Briefly Gorgeous d'Ocean Wong, qui est un roman contemporain, un roman qui est paru en 2018 il me semble. J'ai l'impression que je mets tout en 2018, mais je crois vraiment que ce roman est paru en 2018. Alors j'ai une amie qui n'a pas du tout aimé, qui a trouvé que c'était une très mauvaise recommandation. Donc voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose de très subjectif. Non mais après la plupart des gens qui l'ont lu l'ont adoré. Donc voilà, mais évidemment à prendre avec des pincettes. Comme toutes les recommandations, n'est-ce pas? Non mais si vous sentez qu'on a des goûts similaires, je pense que vous allez adorer On Earth We're Briefly Gorgeous. Pour rappel, c'est le premier roman du poète américain Ocean Wong qui prend la forme d'une longue lettre adressée à sa mère. Oh non mais là rien que d'y repenser, j'ai des frissons. Ouais c'est bon, bah ça me rassure parce que c'est vraiment ma meilleure lecture de l'année. Ça m'a mis une claque. C'est un texte, vous voyez, c'est parce que pourquoi mon amie n'a pas aimé, c'est qu'elle trouvait que c'était trop beau en fait. Et c'est un peu l'effet que Violette Leduc m'a fait. Donc je réfléchis un petit peu à cet équilibre et à quand est-ce que c'est trop, quand est-ce que c'est juste, et sans doute que ça dépend en fait un petit peu des sensibilités. Mais voilà, donc pour moi c'était très juste en fait, c'était magnifique, c'est vrai que je comprends qu'on puisse se dire c'est trop, mais pour moi c'était très juste, c'était ce qu'il fallait, vous voyez. Mais donc il écrit à sa mère et il revient en fait sur la relation avec sa mère, avec sa grand-mère, sa vie, leur vie d'immigrés quand même, parce qu'ils sont d'origine vietnamienne, le rapport à la guerre du Vietnam qui est très 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 présent. On est plongé aussi dans la vie de sa mère et de sa grand-mère, et ensuite on a sa découverte de l'homosexualité, ses premières relations avec un garçon, à l'histoire tragique, ça m'a vraiment beaucoup émue, beaucoup touchée. C'est un roman sur la mémoire, c'est un roman sur l'oubli, c'est un roman qui emploie des images tellement évocatrices, c'est un roman qui est très fort, qui est très émouvant. J'avoue que ça commence à mettre un petit peu la larme à l'œil d'en parler. Ce texte-là d'Ocean Wong, il m'a profondément émue. En le lisant, j'ai su que c'était quelque chose qui... Je sais pas si ça va changer ma vie, mais ça la marque en tout cas. C'est une des lectures les plus marquantes que j'ai faites de ma vie et j'ai envie de découvrir encore cet auteur. Voilà, je peux que vous conseiller de le lire. Après voilà, si vous n'êtes pas très sensible à la poésie, si pour vous facilement c'est too much, si une émotion constante peut être gênante pour vous, je vous le recommande pas forcément. Maintenant comme je dis, je pense que c'est quelque chose qui relève de la sensibilité de chacun, il faut essayer pour voir. En tout cas ça c'est ma meilleure lecture de l'année, je vous la conseille. Si vous avez lu ce texte, dites-moi ce que vous en avez pensé, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont adoré également. Dès que j'en avais parlé, que j'avais évoqué le fait que je voulais le lire, on me l'a recommandé, ça a été la meilleure lecture de tellement de personnes et voilà, je comprends pourquoi et à mon tour je vous le conseille. Enfin, je suis vraiment trop contente parce que là tout fait sens, je me rends compte que c'est vraiment ça et c'est ça qu'il fallait dire, c'est ça qu'il fallait présenter. Le titre en français c'est Un bref instant de splendeur parce qu'il est traduit en français, vous pouvez tout à fait le lire en français. Voilà pour ce bilan des lectures de l'année 2024, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si c'est un format que vous aimez ou si vous préférez tout simplement un top des meilleures lectures. Tout simplement, s'il y a des catégories aussi que j'ai pas du tout évoquées, si vous avez des questions par rapport à d'autres lectures que j'ai faites cette année, franchement, laissez-les dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et partagez vos meilleures lectures de l'année, votre petit bilan personnel.
Je suis trop ravie d'avoir fait cette vidéo, vraiment, je suis trop contente. J'espère qu'elle vous plaira vraiment. Je suis très impatiente de vous retrouver pour une prochaine vidéo qui sera sans doute une petite pile à lire pour 2025 ou une wishlist, enfin une petite sélection de livres que j'ai envie de lire pour l'année 2025. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, même si elles seront sans doute passées au moment... Je réfléchis pendant que je parle. Elles seront sans doute passées au moment où je publierai cette vidéo, mais je vous souhaite une très belle fin d'année, un bon début d'année 2025. Je vous remercie encore pour votre soutien, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt, faites de très belles lectures et prenez soin de vous. Salut, je coupe.